bienvenue dans cette nouvelle édition de l'actualité automobile en ce 10 novembre 2025. Une actualité largement dominée par les constructeurs italiens, dont l'avenir se joue peut-être dans de profonds changements stratégiques. Du côté d'Alfa Romeo et de Maserati, l'heure n'est plus vraiment à l'indépendance mais à la nécessité de s'unir pour préserver leur identité premium dans un marché en pleine transformation. Deux marques historiques, longtemps symboles de prestige, qui cherchent désormais à optimiser leur production, mutualiser leur technologie et retrouver une compétitivité mise à mal par la transition vers l'électrique. Pendant ce temps, Fiat, pourtant pionnière de la mobilité urbaine accessible, revoit sa copie. Face à l'accueil mitigé réservé à son Fiat 6Sense électrique, le constructeur prépare déjà un retour au thermique, révélateur d'un changement de cap et d'une prise de conscience sur les attentes réelles des automobilistes européens, toujours attachés à des véhicules abordables et polyvalents. À l'opposé de ces difficultés, Ferrari continue d'incarner l'irréductible exception italienne. La crise du secteur semble glisser sur la firme de Maranello, qui publie des résultats financiers spectaculaires et confirme une année 2025 sous le signe de la croissance, de l'exclusivité et d'un carnet de commandes rempli à ras-bord. Plus loin dans cette actualité, une nouvelle étude de statistiques vient bousculer les idées reçues concernant les coûts d'entretien. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les véhicules électriques ne sont pas toujours les plus onéreux en matière de réparation, certains modèles thermiques affichant au contraire des factures qui explosent selon leur complexité mécanique et la rareté des pièces. Et puis, dans un contexte où le neuf peine encore à séduire, le marché de l'occasion confirme une santé étonnamment robuste. Les vieux diesels, longtemps pointés du doigt, connaissent même un regain d'intérêt auprès des conducteurs recherchant fiabilité, autonomie et prix contenu. Voilà le programme de cette édition du 6 novembre, un panorama complet qui illustre à quel point l'industrie automobile traverse une période charnière faite de doutes, de réajustements mais aussi de belles réussites. Si cette sélection d'informations retient votre attention, n'hésitez pas à le montrer en laissant un like, en vous abonnant et en partageant votre avis dans les commentaires sur les actualités qui ont marqué la journée. Que penser de cette alliance stratégique entre Alfa Romeo et Maserati, deux symboles historiques du savoir-faire automobile italien désormais contraints de conjuguer leurs ambitions pour continuer d'exister dans un marché en pleine mutation? La question est essentielle, car après des mois de rumeurs, Stellantis a officialisé une restructuration interne majeure. Maserati devient la mission phare de Jean-Philippe Imparato et s'apprête à unir une partie de son avenir à celui d'Alfa Romeo dans le cadre d'un repositionnement vers l'ultraluxe. Ce rapprochement se matérialise à travers la création d'un pôle nommé Bottega Fiorizri, destiné à concevoir des véhicules d'exception, produits en quantité extrêmement limitée, avec des technologies partagées et un travail esthétique distinct propre à chaque marque. Une stratégie déjà expérimentée avec la Maserati MC20 et l'Alfa 33 Stradale, modèles techniquement quasi jumeaux mais dont la personnalité diffère par leur interprétation stylistique et leur positionnement commercial. Ce type de véhicule, pensé pour une clientèle mondiale ultra privilégiée prête à investir des sommes colossales pour acquérir une véritable œuvre roulante, deviendra le cœur de cette nouvelle dynamique industrielle. Pour Maserati, cette réorientation semble avant tout répondre à une urgence économique. Depuis plusieurs années, la marque subit une érosion préoccupante de ses ventes, incapable de rivaliser avec Porsche en popularité ni avec Ferrari en prestige. Les données du premier trimestre 2025 confirment un décrochage inquiétant, seulement 1700 véhicules écoulés dans le monde, soit un effondrement de plus de 40% par rapport à 2024. Si l'on extrapole ces résultats, l'année pourrait se conclure avec 6000 à 7000 livraisons, un niveau historiquement bas lorsqu'on se souvient qu'en 2018, Maserati avait séduit plus de 37 000 clients. Le constructeur n'a donc plus les moyens structurels de jouer sur le terrain du « luxe de volume ». Miser sur l'exclusivité la plus totale devient une solution logique, voire salvatrice, à condition toutefois que Stellantis mette la main à la poche et accepte de rompre avec une politique technique parfois trop restrictive. Car un problème de taille subsiste, la motorisation. Le groupe ne propose en Europe que des V6, certes performants mais insuffisants pour séduire une clientèle habituée aux mécaniques nobles et démonstratives qui ont forgé le mythe du luxe italien. V8, V10, voire V12 sont incontournables dans ce segment, mais Stellantis n'en dispose plus dans son portefeuille européen depuis l'électrification massive de ses gammes. Certes, des moteurs survivent aux États-Unis, notamment chez Dodge ou Jeep, mais imaginer un bloc émis dans une Maserati serait une hérésie pour les puristes et un signal marketing désastreux. C'est ici que l'on mesure le pari industriel que représente cette transition. Sans ressources mécaniques adaptées, sans investissement élevé et sans différenciation profonde, Maserati pourrait échouer à reconquérir l'élite. La situation apparaît différente pour Alfa Romeo, dont le repositionnement est plus inattendu. La marque avait entamé une renaissance progressive, incarnée par la Giulia et le Stelvio, puis confirmée symboliquement par la 33 Stradale,
modèle de prestige célébré pour l'authenticité de son ADN sportif. Mais ce nouveau rapprochement laisse entrevoir une transformation encore plus radicale. Alfa Romeo pourrait délaisser une partie de son identité de constructeur passionné et relativement accessible pour se tourner vers un marché ultra sélectif où l'exclusivité prime sur l'héritage populaire. Un choix stratégique qui soulève de nombreuses interrogations. Alfa Romeo ne risque-t-elle pas de perdre ce qui la rend unique, cette capacité à susciter la passion auprès du grand public? Comment conserver l'émotion et la sportivité qui ont forgé sa réputation si la marque se coupe peu à peu de ses fidèles en devenant inaccessible? Ce pivot s'inscrit cependant dans un contexte global où le marché du premium est saturé tandis que le très haut de gamme demeure extrêmement rentable. Ferrari le démontre année après année, des volumes faibles mais une marge démesurée garantissent une résilience à toute épreuve. Stellantis parie donc que deux marques italiennes renforcées, concentrées sur des projets communs ambitieux, pourraient créer un nouvel écosystème du luxe automobile made in Italy, plus compétitif et mieux armé face à l'arrivée de nouveaux acteurs internationaux. Le succès d'une telle stratégie reposera cependant sur la capacité d'Alfa Romeo et de Maserati à se distinguer clairement l'une de l'autre tout en partageant l'essentiel en interne, un exercice d'équilibriste qui n'a pas toujours réussi à l'industrie. Dans un marché dominé par la transition énergétique, les restrictions environnementales et l'évolution rapide des attentes des clients fortunés, cette alliance marque un tournant historique. Elle pourrait soit réhabiliter le prestige automobile italien dans sa forme la plus élitiste, soit entraîner ces marques légendaires dans un repositionnement tellement extrême qu'il les éloignerait de leur essence. Ce chantier industriel et identitaire ne fait que commencer, mais il déterminera sans doute le futur du paysage automobile haut de gamme européen. On peut effectivement s'interroger sur la place de certains modèles dans la stratégie actuelle d'Alfa Romeo, à l'image du SUV positionné entre le Tonale et le Stelvio, dont la cohérence dans la gamme reste discutable, suggérant davantage une réponse improvisée aux contraintes du marché qu'une vision claire à long terme. À ce titre, tout porte à croire que le rapprochement entre Alfa Romeo et Maserati repose en grande partie sur un soutien financier provenant d'Alfa, bien plus solide commercialement, pour tenter d'éviter à Maserati un effacement progressif face à ses rivaux. Mais cette nouvelle division ne se limitera pas seulement à la création de supercars exclusives destinées à quelques collectionneurs triés sur le volet. Elle portera deux autres missions fondamentales qui doivent contribuer à l'avenir et à la mémoire des deux marques. La première est baptisée la Storia et vise à préserver le patrimoine automobile italien au plus haut niveau. Cela concernera l'entretien, la restauration et la remise en état de modèles historiques, qu'ils soient sportifs, iconiques ou symboliques d'une époque. Une manière de remettre en lumière les véritables trésors roulants qui ont construit la légende Alfa Romeo et Maserati au fil des décennies. La seconde, appelée la Corse, aura pour rôle de développer des technologies d'avenir dans des domaines de pointe tels que la compétition automobile, l'aérodynamique, l'optimisation des châssis et l'innovation mécanique, tout en renforçant le tissu industriel italien autour de projets à haute valeur technologique. Cette ambition traduit la volonté du groupe de faire rayonner un savoir-faire 100% italien, non seulement dans l'héritage mais aussi dans la performance et l'excellence future. Du côté de Fiat, toujours au sein de Stellantis mais avec un positionnement bien plus populaire, l'heure est aussi à la réorganisation stratégique après plusieurs déconvenues. Le constructeur avait déjà tenté de relancer sa célèbre 5 Sense électrique en lui réintroduisant un moteur thermique pour en faire baisser le prix et répondre à une demande qui refuse de basculer au tout électrique. Et il semblerait que la même solution soit désormais envisagée pour la Fiat 600. Pourtant, la 6 Sense existe déjà en version électrique et hybride rechargeable, mais les ventes restent timides. Le message envoyé par les consommateurs est limpide, l'électrique séduit moins que prévu, surtout lorsque les tarifs grimpent au-delà de la logique d'un modèle citadin censé être économique. Fiat souhaite donc lancer une version plus abordable de la 6 Sense équipée d'un moteur essence simple, sans hybridation. Et le moteur pressenti fait immédiatement réagir, le fameux 1.0 3 cylindres PureTech, rebaptisé 1.0 Turbo pour faire oublier sa réputation sulfureuse, serait de retour. Bien que connu pour une consommation contenue et une puissance suffisante avec environ 100 chevaux, ce bloc demeure marqué par ses nombreux problèmes de fiabilité qui lui ont valu une attention médiatique peu flatteuse. Il serait associé à une boîte manuelle à 6 rapports et devrait être commercialisé d'abord en Italie dès 2026, avant de potentiellement s'étendre à d'autres marchés européens. Cette stratégie vise à repositionner la 6 Sense dès l'entrée de gamme autour de 23 000 €, contre environ 25 700 € aujourd'hui, ce qui pourrait clairement redonner à Fiat un avantage compétitif dans un contexte où le prix reste le critère numéro 1 pour une grande partie des automobilistes. Toutefois, ce repositionnement comporte un risque majeur, faire entrer la 6 Sense thermique en concurrence frontale avec la Panda, un autre pilier de la marque, déjà elle-même en difficulté.
Fiat devra donc impérativement différencier clairement ces deux modèles pour éviter une cannibalisation interne qui fragiliserait davantage sa présence sur le marché européen. Enfin, pour clore ce tour d'horizon consacré aux marques italiennes, il est important de souligner que tout le monde ne traverse pas la même tempête. Ferrari, fidèle à son statut d'exception absolue, continue de performer à un niveau stratosphérique, affichant une santé financière insolente malgré une économie automobile mondiale en perte de vitesse. Une preuve supplémentaire qu'au sommet du luxe, la passion et l'exclusivité surpassent toujours les crises. Le secteur automobile de très haut de gamme semble définitivement immunisé contre la crise qui bouscule le reste de l'industrie. Ferrari vient une fois de plus d'en administrer la preuve avec des résultats financiers impressionnants au troisième trimestre 2025. Le chiffre d'affaires de la marque au cheval cabré progresse de 7,4% pour atteindre 1,8 milliard d'euros, tandis que son bénéfice net augmente de 1,8% pour s'établir à 382 millions d'euros. Si Ferrari continue d'émerveiller sur circuit avec ses performances sportives, ce sont surtout ses performances financières qui affolent désormais les compteurs. Et plus remarquable encore, cette croissance ne repose pas sur un bond des volumes de vente. Le nombre de véhicules livrés n'a progressé que de 0,5%, ce qui signifie que l'essentiel de la hausse provient d'une montée en gamme tarifaire spectaculaire. La marque vend quasiment le même nombre de voitures, mais beaucoup plus chères, confirmant la stratégie de raréfaction voulue par Maranello, moins de production, plus d'exclusivité, marge maximale. C'est d'ailleurs ce modèle économique que Maserati rêve de reproduire, espérant tirer profit de la même mécanique du luxe, la rareté comme moteur de désir et de rentabilité. Ferrari affiche une ambition claire pour la clôture de l'exercice en visant un chiffre d'affaires annuel de 7,1 milliards d'euros, ce qui la positionne parmi les marques les plus profitables au monde, tous secteurs confondus. Ce succès éclatant souligne un contraste saisissant avec le reste du marché automobile, trop souvent pénalisé par l'augmentation des coûts industriels, la stagnation des ventes électrifiées, et un pouvoir d'achat en berne. Mais le quotidien de la majorité des automobilistes se situe bien loin de ces supercars d'exception, et c'est justement sur ce terrain qu'intervient une étude d'envergure menée par France Assureurs en collaboration avec plusieurs assureurs européens. Cette enquête met en lumière une vérité qui pourrait refroidir les ardeurs de nombreux candidats à la mobilité électrique. En moyenne, une voiture électrique coûte 11% plus cher à réparer qu'un véhicule thermique équivalent. Une donnée qui peut surprendre, car les véhicules électriques sont globalement moins sujets aux pannes mécaniques grâce à une architecture bien plus simple, moins de pièces en mouvement, pas de boîte de vitesse complexe, pas de système d'échappement ou de gestion d'injection. Toutefois, lorsque survient un incident, la note peut s'envoler et battre des records. Ce paradoxe souligne une problématique essentielle, la fiabilité n'est pas le seul déterminant du coût de possession. Une simple détérioration de batterie ou un choc sur un élément structurel intégrant des composants électriques peut conduire à des factures atteignant plusieurs dizaines de milliers d'euros. Dans certains cas, il a été constaté que les assureurs préfèrent déclarer un véhicule irréparable plutôt que d'assumer le prix d'un remplacement complet de batterie ou d'un module électronique complexe. Cette étude ne vise pas à détourner les automobilistes de l'électrique, ni à favoriser le thermique par intérêt politique, mais plutôt à alerter les constructeurs sur l'une des dérives à corriger d'urgence, le manque de réparabilité. Les conséquences sont déjà visibles sur les contrats, les primes d'assurance des véhicules électriques ont augmenté en moyenne de 20% en 4 ans, et une nouvelle hausse d'environ 6% est déjà prévue pour 2026. Les assureurs réclament donc des mesures structurantes, notamment des normes plus strictes sur la réparabilité des batteries, qui demeure le composant le plus coûteux et le moins accessible en termes de maintenance. Ils demandent aussi une meilleure gestion des pièces électroniques, davantage de modularité et une conception plus favorable au démontage afin d'éviter le remplacement intégral à la moindre défaillance. En clair, si les gouvernements poussent l'électrique par l'incitation et parfois même par l'obligation, l'industrie doit désormais garantir que ce choix reste économiquement soutenable pour les automobilistes. Une transition énergétique ne peut réussir que si elle s'accompagne d'un modèle économique pérenne pour tous les acteurs de la chaîne, des constructeurs jusqu'aux conducteurs en passant par les assureurs. Et aujourd'hui, beaucoup s'inquiètent que cette équation soit encore loin d'être résolue. Selon cette même étude, l'un des principaux facteurs de surcoût dans la réparation d'un véhicule électrique provient de la sophistication croissante des composants électroniques embarqués. Contrairement à un véhicule thermique où il est généralement possible de remplacer une pièce mécanique isolée, sur l'électrique les capteurs, modules de gestion et microcontrôleurs sont souvent intégrés dans des ensembles techniques scellés. Résultat, au lieu de changer un simple composant électronique coûtant quelques dizaines ou centaines d'euros, les ateliers se retrouvent à devoir remplacer tout un bloc électronique pouvant dépasser plusieurs milliers d'euros. Cette logique du « remplacement par lot » plutôt que de la réparation précise alourdit mécaniquement les coûts et interroge sur la philosophie de conception retenue par certains constructeurs.
À cela s'ajoute un autre élément structurel mis en évidence par France Assureur, le poids nettement supérieur des voitures électriques par rapport aux modèles thermiques équivalents. En moyenne, une voiture électrique pèse 41% de plus que sa version essence ou diesel. Cette surcharge, principalement due aux batteries, accroît considérablement l'énergie dégagée lors d'un choc et donc l'intensité des dommages que subit le véhicule comme ses occupants. Plus d'énergie cinétique signifie des réparations plus complexes, plus longues, plus coûteuses, avec des contraintes de sécurité supplémentaires notamment pour manipuler des ensembles électriques haute tension. Là encore, les assureurs tirent la sonnette d'alarme, une technologie plus verte ne doit pas être une technologie plus chère à maintenir en sécurité sur plusieurs années. Le message adressé aux constructeurs est clair. Il faut concevoir des véhicules électriques plus légers, plus modulaires, plus réparables. L'électrification ne pourra convaincre sur le long terme que si son coût d'usage reste maîtrisé, un point essentiel dans un contexte où déjà, les primes d'assurance ont augmenté de 20% en 4 ans et continueront de croître si rien ne change. Pour clore ce tour d'horizon de l'actualité automobile, intéressons-nous au marché de l'occasion, toujours scruté avec grande attention puisqu'il reflète au plus près les choix des automobilistes français confrontés à la réalité économique. Les chiffres du mois d'octobre sont sans appel, les véhicules anciens et les motorisations diesel redeviennent les grands gagnants du marché. Pas moins de 1 576 000 véhicules de plus de 16 ans ont été vendus sur le mois, soit une hausse spectaculaire de 10,7% par rapport à octobre 2024. Ces modèles produits avant 2009 représentent désormais 31,2% de l'ensemble des ventes d'occasion en France, une part en croissance constante, alors même que toutes les autres catégories d'âge enregistrent une baisse. Si l'on élargit au cumul annuel de 2025, la tendance se confirme, les véhicules de 16 ans et plus affichent une progression de 9,7%. Et au cœur de cette dynamique, un combustible longtemps annoncé comme en voie de disparition mais toujours plébiscité par les automobilistes, le diesel. Ce retour en grâce n'a pourtant rien d'illogique. Les véhicules diesel neufs sont de moins en moins proposés chez les constructeurs, faute de rentabilité réglementaire pour ces derniers, ce qui pousse les acheteurs attachés à cette motorisation à se tourner massivement vers l'occasion. De plus, les véhicules récents, sortis sous les normes Euro 6 à partir de 2015, sont jugés plus complexes, plus bourrés d'électronique et dotés de moteurs trop downsizés pour offrir la même robustesse dans le temps qu'un bon vieux bloc diesel d'avant la grande vague d'électrification. L'occasion ancienne apparaît alors comme le meilleur compromis, prix plus abordable, fiabilité éprouvée, motorisation conçue pour durer 300 000 km ou plus, réparation plus simple et moins onéreuse. Ces données révèlent une dynamique surprenante, alors que les politiques publiques poussent vers des technologies nouvelles parfois coûteuses et encore fragiles économiquement, une part croissante des Français se replie sur des solutions connues et accessibles, même si elles ne sont pas toujours les plus vertueuses sur le plan environnemental. Le marché de l'automobile continue donc de naviguer entre transition écologique et réalité budgétaire, entre ambitions futuristes et contraintes du quotidien. Ce grand écart façonne chaque mois des tendances qui méritent d'être suivies de près. J'espère que cette revue de l'actualité automobile vous aura permis de mieux comprendre les enjeux qui se jouent actuellement dans le secteur. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez soutenir notre travail, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à partager vos avis en commentaire et à soutenir. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle édition. On se retrouve dès demain pour de nouvelles informations automobiles. Excellente journée à tous et à très vite.